Voilà, je vais commencer. Le lien, là, a priori, comme ça, les surdoués, ça n'a rien à voir avec le scepticisme. Alors, je dis juste un petit mot pourquoi ça, je le présente quand même ici, et pourquoi je l'ai présenté. Vous avez peut-être vu le fichier qui s'appelle l'UZ, Université d'été de l'Observatoire zététique. C'est aussi des rationalistes. Donc, si c'est un lien avec le rationalisme ou le scepticisme, c'est parce que ce que j'ai voulu faire ici, je vais détailler un tout petit peu, c'est aller regarder si on a des preuves concernant tout un tas d'idées répandues autour des surdoués. Donc voilà, c'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous définir un petit peu les surdoués et tout ça, puis je vais vous raconter comment je suis arrivé à ça. Mais l'idée c'est ça, il y a des idées répandues sur les surdoués et j'ai envie de savoir si c'est vrai ou pas. Et donc je vais vous raconter ce que j'ai trouvé dans la littérature scientifique. Parfois c'est vrai, c'est souvent. Quand c'est vrai, souvent c'est vrai avec des nuances quand même assez importantes. Et parfois c'est complètement faux, et on sait que c'est faux, et parfois on ne sait pas. Voilà, et on verra au moins un cas de chaque. Alors à mon avis, le plus simple pour comprendre un peu la suite, c'est que je vous raconte comment j'en suis arrivé à écrire le livre qui s'appelle Les surdoués ordinaires, qui est paru au PUF l'année dernière. Donc il fait exactement ce que je viens de vous raconter. Ça a commencé il y a un paquet d'années, quand il y a eu une conférence organisée par une association de parents d'enfants précoces, surdoués, tout ça c'est synonyme pour moi, on prend ça comme synonyme. Donc une association qui a organisé une conférence à destination des futurs enseignants à l'IUFM, à l'époque ça s'appelait l'IUFM où je travaille, donc c'était essentiellement pour les étudiants qui ne sont pas venus, il y avait très peu d'étudiants. Mais par contre, il y avait des gens de l'administration et des profs qui étaient là, en général parce qu'ils avaient des enfants surdoués eux-mêmes. Voilà, bon, enfin, moi j'étais là aussi, et puis j'ai trouvé ça passionnant cette conférence, c'était vraiment très intéressant. C'était une dame qui racontait, c'était toute une histoire super cohérente, et qui nous expliquait toutes les caractéristiques des enfants surdoués, et notamment, pour donner un exemple de ce qu'elle pouvait raconter, elle nous disait, les enfants précoces, comme ils sont intelligents, ils comprennent beaucoup plus de choses avant les autres. Et donc très tôt, quand les enfants ne s'inquiètent pas encore de la mort, de l'injustice dans le monde, etc., ils ont conscience de tout ça. Et comme ils ne sont pas forcément en avance émotionnellement, ils n'ont pas les capacités pour se défendre contre l'angoisse qui naît de ça. Et du coup, ils sont très angoissés, très anxieux, ils font des cauchemars la nuit, des insomnies, etc. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle me racontait. Ce qu'elle nous racontait. C'était très intéressant. Et avec un superbe effet Barnum, évidemment, tout le monde s'est reconnu dans la description, puisqu'on était tous géniaux et tourmentés. Jamais très difficile à accepter. Et voilà, donc du coup ça m'a vraiment intéressé ce truc, et je suis toujours reconnaissant, c'était l'AFEP, l'association qui avait organisé ça, pour ça, parce qu'au moins ça m'a donné le goût de la recherche là-dedans. Mais voilà, j'avais quand même envie d'aller voir un peu plus dans le détail, parce qu'il n'y avait pas de référence tellement scientifique. Et donc après avoir lu des livres qui disaient à peu près ce que j'avais entendu dans cette conférence, les livres grand public, j'ai pris contact avec une équipe à Paris 5. Ceux qui s'intéressent un peu à la question connaissent sûrement Todd Lubart et Maria Pereira Fradin, voilà, qui ont, il y a quelques années, qui ont commencé à travailler sur ce sujet. Donc je les ai rencontrés, on a pas mal discuté, on avait plein de projets dont aucun n'a jamais abouti, sauf celui-ci que j'ai fait tout seul et on devait le faire ensemble. Mais dans la discussion, ce qui était marrant, c'est ce qui m'a frappé tout de suite, c'est qu'ils avaient une vision beaucoup plus modérée, même quand ils confirmaient ce que j'avais entendu raconter par la FEP, c'était beaucoup plus modéré. Et surtout, c'était beaucoup plus optimiste. Bon, je ne sais pas si je vais insister là-dessus, mais je pense que vraiment, une généralité qui ressort de ce que j'ai trouvé vraiment validé par la science sur les surdoués, c'est qu'en fait, on est exagérément pessimiste dans les associations pour les parents d'enfants surdoués. Ça, je pense que j'en parle un tout petit peu tout à l'heure. Voilà, et donc, du coup, j'ai voulu creuser un peu, mais dans une direction un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai pas voulu m'intéresser à certains enfants surdoués qui auraient des problèmes, parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui se suicident, peut-être parce qu'ils sont surdoués, qui sont rejetés, ça c'est certain. Si j'ai appelé cette présentation les surdoués ordinaires, c'est pour dire ce qui m'intéresse, c'est les surdoués en général, et pas ceux qui ont des problèmes en particulier, auxquels on s'intéresse peut-être plus. Il y a régulièrement depuis quelque temps dans les textes de l'éducation nationale des paragraphes qui parlent des enfants précoces et ce qu'on doit en faire.
C'est assez étrange, en général, c'est vraiment pas du tout basé sur la science. On ne sait pas trop comment ils en arrivent là, mais enfin, voilà. C'est ce qui est assez bizarre avec l'éducation nationale, juste un mot là-dessus, c'est que, à la fois, ils ont l'air de sortir du chapeau toutes sortes d'idées sur les surdoués qui sont pas référencées, qui sont pas validées, et en même temps, ils n'ont pas l'air de vouloir faire grand-chose pour les enfants précoces, tout en reconnaissant que ce sont peut-être des enfants avec des besoins éducatifs particuliers. Donc c'est assez curieux. Mais bon, c'est pas le thème ici. Alors comme la précocité intellectuelle, encore une fois, précocité intellectuelle, ça veut dire surdouement, des fois on dit, ou giftedness en anglais, voilà, ce qui est plus neutre peut-être, c'est défini en rapport avec l'intelligence, et avec notamment les fameux QI, quotient intellectuel. Alors comme ça fait partie des sujets chauds, le QI, je vais quand même vous en dire un mot, défendre le QI, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça va pas, c'est n'importe quoi, ça mesure rien. Et je vais prendre une analogie que je ne sais pas si je l'ai inventée avant ou si je la reprends à Jacques Grégoire. Simplement une analogie avec le sport, et donc je vais vous raconter en version sportive l'invention du QI, si on veut, en vous montrant toujours les liens entre les deux. Donc voilà, imaginez, on fait passer des tests de sport à plein d'enfants pour une raison ou une autre. En l'occurrence, là c'était des tests de psychologie, parce qu'on s'intéressait aux compétences en psychologie, notamment des enfants, pas seulement. Et on s'aperçoit que les scores qu'on obtient aux 100 mètres, aux 400 mètres, à la course de fond, au tennis, au foot, à l'haltérophilie et à la boxe sont corrélés, tous positivement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en général les mêmes enfants qui sont bons dans tous les sports ou qui sont mauvais dans tous les sports. Alors quand on parle de corrélation, c'est statistique, ça ne veut pas dire que le premier en boxe est forcément premier, il peut être très mauvais même en haltérophilie par exemple, ou en course, je ne sais pas. Voilà, quand on regarde individuellement, il peut y avoir des grosses différences, mais globalement quand même, ceux qui ont des bons scores dans d'une des disciplines ont tendance à avoir des bons scores dans toutes les autres disciplines aussi. Si on trouvait ça pour les sports, j'ai aucune idée si c'est pas, mais je suppose que c'est possible, ça paraîtrait logique de dire, si quand on est bon en sport, en général, on est bon dans tous les sports, quand on est mauvais en sport, en général, on est mauvais dans tous les sports, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose, on ne sait pas trop dire ce que c'est, mais on va appeler ça une compétence sportive générale, qui fait que certaines personnes sont meilleures en sport et d'autres pas. Alors comment c'est pas trop préciser ce que c'est? Parce qu'après, évidemment, il y a des compétences particulières. Il y a la force musculaire, il y a la vitesse, peut-être, il y a la technique, il y a la capacité de concentration aussi, qui joue plus ou moins selon les sports. Mais voilà, si tout est lié, il doit y avoir aussi un facteur général. Et c'est exactement ce qui s'est passé, pas pour les sports, à ma connaissance, mais pour toutes sortes de tests, de tâches cognitives qui a priori n'avaient rien à voir. Comme par exemple, donner la définition d'un mot, appuyer le plus vite possible sur une touche, trouver un intrus parmi des dessins, résoudre des puzzles. Peut-être que vous connaissez par exemple l'épreuve des cubes, qui est assez connue. On a des petits cubes qui sont coupés en diagonale comme ça, un côté blanc, un côté rouge. Et on a plein de cubes comme ça, 9 ou 16, et il faut reproduire des formes avec ça. Une sorte de tangramme un petit peu si on veut. Voilà, et on s'aperçoit que tout ça, alors qu'a priori ça n'a rien à voir, des fois ça relève de la langue, du lexique peut-être, d'autres fois ça relève juste de la vitesse ou de la capacité à bien voir des objets, mais tout ça quand même c'est lié. Alors exactement comme on pourrait faire et définir une compétence sportive générale quand on trouvait que tous les sports sont liés, on a dit, eh bien il doit exister quelque chose qu'on va appeler compétence sportive générale si on trouvait que tous les sports sont liés. On a dit, eh bien il doit exister intelligence, pour reprendre un sens un peu flou et variable selon les individus, mais enfin, voilà, c'est un mot de la langue courante. Certains psychologues proposaient de remplacer ça par puissance mentale, par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Juste pour qu'on arrête de les embêter en leur disant ça ne mesure pas l'intelligence, l'intelligence c'est autre chose. Donc vous voyez, on pourrait mettre autre chose. Sinon on appelle ça le facteur G. Ça c'est très neutre, c'est bien. Voilà. Mais donc, la notion d'intelligence au sens du QI, si on veut préciser, on va dire au sens du QI ou facteur G, ça vient comme ça, par des considérations statistiques, en fait, quand on s'aperçoit que toutes sortes de tests donnent des scores corrélés. Et après, la question, c'est comment on fait pour mesurer ça, parce qu'on ne l'a même pas bien défini.
Et ben, pour les sports, par exemple, si vous voulez mesurer une compétence sportive générale, on fait exactement comme on fait pour mesurer les compétences scolaires générales, on prend la moyenne. Le mieux pour avoir une bonne estimation des compétences sportives générales, c'est de faire la moyenne de plein de scores, de plein de sports. Voilà. Parce que si vous mesurez que sur la boxe ou que sur l'haltérophilie, peut-être que vous allez surtout mesurer la force. Si vous rajoutez le 100 mètres, vous allez rajouter la vitesse, peut-être. Et puis pour d'autres sports, je ne sais pas, on pourra rajouter des choses techniques ou n'importe, mais on n'aura pas tout. Si on mélange tout, ce qui va se passer, c'est que tous les scores qu'on a vont dépendre du facteur général sportif, et il va y avoir des petites variations en fonction des autres facteurs, la force, la vitesse, etc. Mais si on fait passer plein de sports qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres, ces différents facteurs vont s'annuler, et ce qu'on aura, c'est une bonne mesure de ce facteur général. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait avec les tests d'intelligence. On choisit un panel de tâches les plus contrastées possibles, mais parmi toutes les tâches dont on sait qu'elles sont liées et dont on pense qu'il y a dedans une composante liée à l'intelligence au sens du QI. Et ça donne les tests du type WISC, voilà, que vous connaissez, des tests de QI. Et donc le QI, c'est en quelque sorte une moyenne de tout ça. Alors pour aller un peu au-delà, évidemment avec ça, exactement comme avec la moyenne, et là je vais préciser peut-être quelque chose, on entend souvent les psychologues dire dans le QI, comme on le calcule, en fait on le décompose maintenant en 4 facteurs avec la WISC. Comme on pourrait décomposer la compétence sportive en mettant le facteur force, vitesse, etc. Donc il y a 4 sous-facteurs. Ça n'empêche pas qu'on peut calculer aussi le QI total. Et selon les personnes, il peut y avoir des différences dans les facteurs. Et ce qu'on entend souvent dire par des psychologues de terrain, c'est s'il y a trop de différences, on dit que le QI est hétérogène et on ne peut pas calculer le QI total. Voilà ce qu'ils disent. Un peu comme si je disais, si vous avez 5 en maths et 15 en français, je ne peux pas calculer votre moyenne à l'école. Ce qui est évidemment faux, on peut calculer la moyenne. Et dans un certain sens, ça rend quand même compte du niveau scolaire moyen, exactement comme le QI total rendra compte de l'intelligence, on va appeler ça comme ça, moyenne. Voilà. Le truc, c'est qu'évidemment, quand on est sur le terrain et qu'on est en train de tester l'intelligence d'une personne en particulier, c'est normal de ne pas donner le QI total si les différents indices sont très différents, parce que ça n'a plus aucun sens. On peut le calculer, mais pour cette personne-là en particulier, ça n'a plus aucun sens. Ça reviendrait à dire à quelqu'un dans une classe qui a 0 en maths et 20 en philo ou en français, vous imaginez que des 0 et des 20 et ça fait une moyenne de 10, et on lui dit ta moyenne c'est 10, donc tu es un élève moyen. Évidemment, c'est un très mauvais résumé de cette personne-là, et exactement pareil pour l'intelligence, quelqu'un qui a des scores exceptionnels en mémoire par exemple et en calcul et qui est très mauvais pour d'autres choses, en vitesse par exemple, au lieu de lui dire bon bah t'as un QI moyen, voilà, t'es dans la norme, il n'est pas du tout dans la norme évidemment, on va lui dire on peut pas calculer le QI. Voilà. Mais alors ça c'est vrai du point de vue du praticien, donc, quand on parle à une personne. Du point de vue du chercheur, c'est pas vraiment embêtant. On peut quand même calculer le QI total, ça a quand même un sens si on veut statistiquement au moins. Et il y a peut-être là un hiatus, un problème de communication entre les praticiens et les chercheurs. Alors toujours est-il qu'on peut donc, avec ces tests d'intelligence, mesurer notamment un QI total qui est un assez bon résumé, mais ni mieux, ni meilleur, ni moins bon que la moyenne de toutes vos notes à l'école est un résumé de vos niveaux scolaires, ou que la moyenne de tous les scores en sport, ça donne votre niveau sportif, donc avec les mêmes limites évidemment, mais c'est quand même quelque chose d'assez bien étudié et validé, hein, et qui est très précieux pour les psychologues. Alors, la raison pour laquelle les psychologues peut-être se sont intéressés aux surdoués, alors avant on disait génie, ça c'est très vite tombé en désuétude, après on a dit surdoué, il y a des idées derrière. Un surdoué, c'est probablement l'idée qu'on est trop doué en fait, c'est plus que doué, et donc il y a cette idée que ça pourrait poser des problèmes. On dit aussi enfants précoces intellectuellement, avec cette idée qu'ils sont en avance, parce que chez les enfants à 8 ans, peut-être on a déjà un niveau de raisonnement qu'on observe normalement à 10 ou 12 ans. Donc on dit précoce. Le truc c'est qu'après quand on généralise aux adultes, ça devient très problématique, parce qu'un adulte de 70 ans précoce, si on est logique, ça ne devrait pas être positif. Ça ne devrait pas correspondre à un QI supérieur à la moyenne.
Donc voilà, il y a différentes dénominations. Maintenant, on parle pas mal de haut potentiel intellectuel, ou quand on va être purement descriptif, on dit haut QI. Comme ça, c'est très simple, QI élevé. Les motivations, je reviens. Les motivations peut-être des chercheurs. Pourquoi des chercheurs sont intéressés à cette partie de la population qui réussit bien? Je pense qu'il y a je vois deux raisons. Moi, je suis pas historien de la psycho du tout. Hein, mais dans ce que j'ai lu, j'ai vu deux raisons. Une première peut-être plus ancienne, qui est qu'ils se demandaient comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont capables d'être de grands scientifiques, de découvrir des choses, de grands artistes, voilà, qui font des réalisations phénoménales, et apparemment c'est pas à la portée de tout le monde. Alors voilà, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces gens qui peuvent faire ça? Et voilà, ça a donné naissance notamment à cette grande étude la plus longue de toute l'histoire de la psychologie, initiée par Terman, je crois que c'était en 1921, je n'ai pas noté la date, et qui est presque, bon, qui est à peu près fini maintenant, mais enfin qui a duré un siècle, presque. Et Terman, donc, il a étudié ce qu'il lui appelait les génies, dans une grande étude longitudinale, donc il a recruté des enfants très tôt, pour regarder comment ils évoluaient. C'est une des sources peut-être les plus intéressantes qu'on ait sur la question de ce que deviennent les enfants surdoués après. Et les résultats, pour dire deux mots là-dessus, les résultats de Terman, je vous montre sa photo. Les résultats de Terman étaient plutôt optimistes par rapport à ce qu'on pensait déjà à l'époque et qu'on pense encore maintenant, à savoir que les surdoués ont forcément tout un tas de problèmes. Lui, il a trouvé plutôt que dans la vie, il s'en sortait vachement bien, enfin, plutôt mieux que la moyenne, on va dire, hein. Il y a de tout évidemment dedans, hein. Certains sont très malheureux et d'autres sont très heureux, mais en moyenne, ils s'en sortent plutôt bien. Voilà, tout à l'heure, je donnerai quand même quelques critiques qui ont été faites à cette grande étude de Terman. Je reviens un petit peu là, je reviens un petit peu en arrière, pour vous parler de la deuxième raison pour laquelle on a sans doute étudié les surdoués, surtout les enfants surdoués. C'est une raison scolaire, d'éducation. C'est qu'on s'est aperçu qu'il y a des enfants qui ne sont pas adaptés. En gros, on fait un cours, on organise des leçons, tout ça pour des enfants qui ont un QI autour de 100, et c'est pas adapté pour que c'est ceux qui sont très éloignés de 100. Donc c'est pas adapté pour les enfants avec un QI de moins de 70, d'habitude on met la mesure à 70, et dans ce cas on parle de retard mental, et eux on s'en occupe en particulier parce qu'ils auraient besoin d'un enseignement particulier. Et peut-être c'est pas adapté non plus pour ceux qui ont un QI trop élevé, ou pour qui c'est trop facile, ou je ne sais quoi, ou qui ont un mode de pensée un peu différent. En tout cas, voilà, on a pu aussi s'y intéresser pour cette raison-là, comme des enfants à besoins éducatifs particuliers. Voilà, maintenant je vais rentrer un peu plus dans la question de la recherche. C'est mon truc, la recherche, moi je suis pas un praticien. Hein. Donc la recherche sur les surdoués. Et alors quand j'ai découvert ça là, après mes entrevues avec Todd Lubart et compagnie, il s'est passé un moment, je vais vous raconter la fin de l'histoire, il s'est passé un moment après mes rencontres avec Todd Lubart et Anna Maria Pereira Fradin. Et puis aucun projet n'a jamais débouché sur rien, sauf que il y avait ce vieux projet de faire exactement ce livre-là. Et puis il y a 2 ans, c'est Gérald Bronner qui m'a dit qu'il lançait une collection au PUF et qu'il voulait absolument que je fasse un bouquin dedans. Et du coup, j'ai ressorti les vieux dossiers, j'ai ressorti ce vieux projet, et ça m'a fait me plonger dans la littérature sur les surdoués pendant 1 an et demi, et c'était pas du tout comme j'avais imaginé. Et alors, pour le dire en quelques mots, par rapport à ce que j'avais imaginé, j'ai trouvé énormément d'articles, donc un champ de recherche vraiment prolifique, de très mauvaise qualité, en général, avec quelques très bons articles, mais enfin, vraiment beaucoup de trucs... Et ça, Todd Lubart me l'avait déjà dit, mais je ne m'en rendais pas compte. Et alors notamment, il y a 2 gros problèmes qui traversent quasiment toute la littérature scientifique là-dessus. C'est le problème de la définition, la précocité, et le problème de l'échantillonnage. Donc, il faut que je vous dise un mot là-dessus. Le problème de la définition, d'abord parce que les psychologues n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une bonne définition de ce que c'est qu'un enfant précoce. Alors si je prends l'exemple du haut potentiel, parce que maintenant on parle de haut potentiel intellectuel plutôt, en fait haut potentiel, si on rajoute pas intellectuel, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être haut potentiel sportif, haut potentiel artistique, haut potentiel ce qu'on veut. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un enfant qui potentiellement pourra devenir un grand sportif par exemple. C'est ça, un haut potentiel sportif. Et haut potentiel intellectuel, c'est un enfant qui potentiellement pourra devenir un grand, je sais pas quoi, comment on appelle ça,
scientifique ou philosophe, ou voilà. Intellectuel, voilà le mot que je cherchais, très bien, merci. Excellent. Ah oui, il fait chaud, hein, ça me... je perds mon vocabulaire, mais au-dessus de 37 degrés. Donc, voilà, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, pour plein de raisons. Il y en a qui ne veulent pas utiliser les tests de QI, ou alors qui veulent rajouter des conditions. Par exemple, je travaille avec un petit peu avec une collègue qui veut absolument qu'on parle de créativité. Et donc qui veut, dans la définition des précoces, rajouter la créativité, un peu dans la mouvance justement de Todd Lubart. C'est son dada, il veut rajouter ça. Mais pour des raisons scolaires, aux États-Unis, il y a plein de définitions parce qu'on propose des choses, des aménagements pour les enfants gifted, donc surdoués là-bas. Mais selon les États, on a des définitions complètement différentes. Voilà, il y a des États, par exemple, où le leadership, ça fait partie de la définition des surdoués. Et donc on peut être considéré comme haut potentiel ou surdoué parce que on montre des superbes compétences en leadership. Ce qui n'est pas absurde si l'idée c'est de repérer des gens qui vont pouvoir faire de grandes choses et qu'on va aider à les faire. Parce qu'on se dit, ah oui, ça va devenir des chefs d'entreprise ou des politiques, bon, pourquoi pas. Voilà, mais c'est un peu bizarre par rapport à la définition qu'on avait au départ. Ceux qui veulent bien utiliser, je vais quand même pas m'étaler trop sur les définitions, mais pour vous dire un peu l'ordre de grandeur, la définition la plus courante, qui correspond à un QI total supérieur à 130, c'est celle qu'on trouve dans 30% des publications seulement. Et parmi ces 30%, on n'est pas sûr que ce soit vraiment la définition parce que très souvent c'est même pas précisé. Mais donc il y a 2/3 des articles scientifiques qui n'utilisent pas la définition la plus courante. Donc la définition la plus courante c'est le QI est supérieur à 130. Le 130 c'est un peu arbitraire, ça fait aussi un peu le miroir du 70 qui définit le retard mental. Voilà, mais de toute façon qu'on prenne 130, 125, 120, les chercheurs prennent parfois autre chose que 130, hein, ça va. Moi, ce que j'ai vu 110, 120, 125, 130, 145, 160, au moins, comme limite. Voilà, puis un peu tout. Ça dépend des besoins des chercheurs. Des fois, quand ils ont besoin d'avoir un échantillon un peu plus grand, ils disent on va prendre 120. Après, il y a ceux qui disent, oui, mais alors, quand il y a des grands écarts, et puis c'est vrai que quand on regarde au cas par cas, un gamin qui a des résultats mais exceptionnels sur 2, par exemple, des 4 scores qu'on a avec la WISC, et pour les autres c'est très moyen et du coup ça le fait chuter en dessous de 130, on a quand même envie de dire que c'est un surdoué. Donc ils disent ah non, si c'est l'un des 4 critères au-dessus de 130, on va dire que c'est un surdoué. Ça fait encore une autre définition. Voilà, bref, des définitions qui partent dans tous les sens. Et la plus courante, celle que moi je vais garder, c'est QI supérieur à 130. Le deuxième problème majeur, je vous ai dit, ce qui est beaucoup plus grave que le problème de la définition, c'est celui de l'échantillonnage. Parce que si j'ai envie de savoir, moi, c'est les questions que je me pose. Est-ce que c'est vrai que les enfants précoces ont plus d'insomnie que les autres, par exemple? Comment je fais pour savoir ça? Dans l'idéal, je dis c'est facile, on va prendre 100 gamins normaux, des QI entre 70 et 130, une centaine avec des QI supérieurs à 130, puis on va les étudier. Voilà, puis on va regarder s'ils ont des insomnies. Voilà, le problème c'est que les 100 avec un QI normaux, c'est facile à trouver. Les 100 avec un QI supérieur à 130, c'est un peu compliqué. Parce que ça fait, les QI supérieurs à 130, ça représente 2,3% de la population, à peu près 1 sur 40. Donc s'il doit tester 4000 gamins pour en trouver une centaine, ça va être un peu long. Surtout que le test, si on le fait correctement, selon la norme, ça prend 1h30, 2 heures et ça coûte une centaine d'euros à chaque fois. Donc en général, ce que font les chercheurs, c'est, après je vous citerai quelques exemples de recherches qui font pas ça, qui ont des bons échantillons, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont les chercher là où on est sûr de trouver des surdoués. Le problème, c'est que là où on est sûr de trouver des surdoués, on trouve des surdoués qui ont été détectés. Et évidemment, la plupart des surdoués sont jamais détectés, passent jamais de test de QI, parce qu'on d'habitude on passe pas de test de QI comme ça. Et donc s'ils sont détectés à l'école par le psychologue scolaire, c'est en général parce que le psy a été appelé, parce qu'il y avait des troubles du comportement, qui foutaient le bordel en classe, ou quelque chose comme ça. La plupart du temps, c'est ça qui se passe. Quand il est juste bon en classe et qu'il écoute, il n'y a pas de problème. De temps en temps, on trouve aussi des surdoués qui vont voir le psychologue scolaire parce qu'ils sont tellement brillants en classe qu'on dit qu'il faudrait qu'il saute une classe et on veut être sûr qu'il a la capacité. Mais alors tous ceux qui sont juste bons sans être vraiment formidables à l'école et qui posent pas de problème, on ne va pas les tester. On ne les trouvera pas en passant par les psychologues. Quand on passe par les psychologues ou quand on passe par les associations, on a mécaniquement une surreprésentation des surdoués qui ont un problème par ailleurs. Quand on va chercher, il y a plein d'études, notamment en France, sur tout ce qui est troubles du sommeil, etc., mais c'est fait dans
en recrutant dans des départements de pédopsychiatrie ou chez des psychologues. Donc évidemment, on a une surreprésentation des enfants à problème. Une autre technique, ça consiste à demander aux enseignants, et donc je vais vous dire, après on peut quantifier un peu l'erreur qu'on fait en faisant ça, de demander aux enseignants, à chaque enseignant, donnez-nous 2-3 élèves qui dans la classe vous paraissent être potentiellement surdoués, puis on teste que ces 3-là. Et donc on a une partie des surdoués avec ça. Le problème c'est que si les enseignants n'ont pas trouvé tous les surdoués en faisant ça, il y a un biais parce qu'évidemment du coup on va plus facilement trouver les surdoués qui correspondent aux stéréotypes partagés par les enseignants. Et alors c'est ce qui s'est passé avec l'étude de Terman. Parce que Terman a fait ça pour la majorité de son échantillon. Il y avait 1500 personnes en tout. Il a demandé à chaque enseignant de désigner 2-3 enfants dans la classe qui pourraient être surdoués, et ceux-là on les teste et on regarde. Comme il se dit quand même il peut y avoir un biais, dans plusieurs écoles, il a fait ça, il a demandé aux enseignants de désigner 3 enfants dans la classe, mais en plus, il a fait passer un test de QI à tout le monde. Et il s'est aperçu qu'en faisant la présélection par les enseignants, on perd 20% des surdoués. C'est-à-dire 80% sont effectivement désignés par les enseignants, ce qui est pas mal. Mais les 20% qui restent, c'est justement les 20% qui ne correspondent pas aux stéréotypes, donc c'est un peu embêtant si on veut être en capacité de remettre en cause des stéréotypes qui seraient faux. Voilà, ceci dit, maintenant je vais vous juste citer très vite 3 études un peu mieux. Bon, la dernière, je ne devrais pas dire ça parce que la dernière, on est en train de les traiter, donc vu que je suis dessus, c'est pas... Mais donc la première, celle de Terman, qui est quand même pas mal. Et je vous ai dit tout à l'heure, elle a été critiquée. Elle a été critiquée notamment parce que Terman avait apparemment la mauvaise habitude d'interférer avec les sujets de son étude. Enfin, déjà, le premier problème, même si ça n'avait pas été le cas, le premier problème, c'est que toutes les personnes de son étude, qu'on appelait les termites, à cause de Terman, savaient qu'elles participaient à une grande étude qui s'appelait l'étude, je sais pas quoi, sur le génie. Enfin, il y avait génie dans le titre. J'ai oublié le titre. Et donc évidemment, ça peut jouer sur l'estime de soi éventuellement, ça. Quand on sait qu'on a été sélectionné parce qu'on est particulièrement intelligent. Ensuite, on a retrouvé des lettres de la main de Terman pendant l'étude, des lettres de recommandation pour que ces termites trouvent des postes à la fac. Donc après, quand on trouve, c'est bien, et ils ont réussi à trouver un poste à la fac, et évidemment, s'ils étaient appuyés par Terman, ça aide. Donc voilà, ça a été remis en cause à cause de ça un petit peu, c'est un peu critiqué, à juste titre. Même si, globalement, quand même, les conclusions de Terman sont plutôt validées. Il y a eu une étude, malheureusement, les variables dont on dispose sont limitées, c'est vraiment dommage. Mais de très grande ampleur dans les années 60 en France, organisée par l'INED et l'UNETOP, sur 126 000 enfants, à qui on a fait passer un test d'intelligence et plein d'autres tests. Et ça c'est formidable, parce que quand on fait passer comme ça un test d'intelligence à tout le monde, bah dedans, 126 000, vous imaginez, il y a pas mal de surdoués là-dedans, et ça fait un échantillon de surdoués vraiment représentatif, on ne les a pas sélectionnés d'une manière biaisée a priori. Alors ça portait sur des enfants qui étaient au primaire et au tout début de collège, je crois. Et de ce que j'ai pu trouver comme information, les conclusions sont que les enfants surdoués sont en général considérés comme très intelligents ou intelligents et très bons élèves par les enseignants, que c'est rarissime qu'ils redoublent, que par contre c'est beaucoup plus fréquent que les autres qui sautent une classe. Et donc globalement c'est toujours pareil, une conclusion très optimiste par rapport à ce qu'on entend dire souvent sur l'échec scolaire, etc. Alors c'est vrai que sur l'échec scolaire, on dit que ça se produit plutôt vers la fin du collège, et là on n'a pas les données, donc ça ne contredit pas complètement cette idée-là, mais on va en reparler tout à l'heure. Ah, pour la petite histoire, dans l'étude de Terman aussi, il y a une personne qui avait été testée par Terman et qui a eu le prix Nobel, une seule, prix Nobel de physique, mais il n'était pas dans les termites parce que son QI était trop bas. Et un seul, donc voilà. Il y a quand même un lien sans doute, mais pas suffisant pour ça. Et puis donc, je vous dis juste un mot sur une étude. On est en train d'étudier, c'est pas moi qui ai fait l'étude du tout, mais je suis en train de regarder les résultats. Une étude qui n'était pas du tout au départ faite pour étudier les surdoués, qui portait sur, c'est pas assez grand comme échantillon pour qu'on ait vraiment beaucoup de surdoués, ça portait sur 2000 enfants au départ, mais ce qui est vraiment bien, c'est que des enfants, en fait c'est pas les enfants qui ont été recrutés, c'est les futures mères. Et donc on a des données sur ce qui s'est passé pendant la grossesse, la naissance, on sait s'ils sont nés à terme ou avant, voilà. Et on a plein de données comme ça jusqu'à 8 ans, pour l'instant ils sont suivis depuis avant la naissance jusqu'à 8 ans maintenant.
Et donc on a pu, sur cet échantillon, on a à peu près une trentaine de surdoués là-dessus. Et donc on a pu regarder l'évolution en fonction du QI, par exemple, des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, dont on dit parfois qu'on les rencontre beaucoup chez les surdoués, et là en fait c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on le trouve beaucoup de troubles de l'attention et d'hyperactivité chez les enfants avec retard mental, moins chez les enfants avec un QI entre 70 et 130, et encore un peu moins, mais la différence n'est pas significative chez les surdoués, mais en gros, donc ce qu'on peut vraiment conclure de ça, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les surdoués et les enfants ordinaires pour ce qui est du niveau de troubles de l'attention et de l'hyperactivité, alors que chez les enfants avec retard mental, par contre, il y a beaucoup plus de ce trouble. Voilà, je vais vous parler maintenant donc passer en revue quelques idées très répandues. J'ai juste choisi quelques-unes comme ça, pour illustrer, voilà, puis vous montrer quand c'est validé, à quel point c'est validé, et quand c'est pas validé, comment c'est fait, etc. Alors, la première idée, c'est le lien entre la précocité intellectuelle et la créativité. Et alors créativité, peut-être, ça paraît souvent bizarre qu'on puisse mesurer, mais il y a des tests pour faire ça. On mesure la créativité. Et Todd Hubbard, dont je parlais tout à l'heure, travaille là-dessus depuis très longtemps. Mais le test le plus connu, c'est celui de Torrance. Alors je vais vous montrer ce qu'on essaye de mesurer dans les tests de créativité. C'est bien de regarder aussi les tests quand on veut vraiment creuser une question comme ça, de regarder quel test on fait, parce qu'on a une idée de ce qu'on mesure vraiment. Ça reviendra tout à l'heure pour l'anxiété, par exemple. Donc la créativité, c'est quoi? C'est être capable d'avoir des idées, peut-être beaucoup d'idées, des idées originales et des idées variées. Voilà. Ça résume un peu ce qu'on mesure quand on mesure la créativité. On regarde si les personnes sont capables de faire preuve d'originalité, de ce qu'on appelle fluence et flexibilité, mais ça veut dire des idées originales, c'est-à-dire que les autres n'ont pas, beaucoup d'idées et des idées variées. Voilà. Alors je vais vous montrer comment ça se teste. Dans le test de Torrance, il y a par exemple une tâche comme ça, vous avez un début de dessin, et la question c'est terminer le dessin. Donc c'est vraiment un début. Donc il faut utiliser ça pour fabriquer un dessin qui raconte une histoire. Et ensuite dans la cotation, on regarde parce qu'on a des idées, on a un professionnel ici. Donc si vous n'avez pas d'idées, je vous en montre ici, voilà. Par exemple ça, c'est des idées. Il faut que ça raconte une histoire, et comme on a fait passer le test à beaucoup d'enfants, on sait pour chaque âge quelles sont les idées courantes, et donc ce qui va revenir souvent. Et on a évidemment plus de points si on arrive à trouver des idées qui arrivent rarement, et on a plus de points aussi si on arrive à raconter une histoire un peu plus riche, on regarde le détail de l'histoire. Voilà un autre exemple, donc là c'est de l'entrejambe du skater, c'est devenu un chapeau de clown, et puis le dinosaure c'est devenu un poisson. Alors ça mesure plutôt l'originalité. Ça, c'est pas un vrai test, mais ça pourrait servir pour mesurer la fluence, la capacité d'avoir plein d'idées différentes. Donc voilà, vous avez deux ronds, il faut faire le plus de dessins possible. Alors, ouais, on m'a fait remarquer que ces deux-là étaient placés l'un en face de l'autre. C'est peut-être pas par hasard, je sais pas. Voilà, mais il y a un test encore beaucoup plus simple dont on parle souvent, c'est le test de fluence verbale qui sert aussi à mesurer la créativité. Alors ça c'est vraiment très simple, on vous demande, vous avez un certain temps, genre 2 minutes, pour trouver le plus de mots possible qui commencent par la lettre F. Voilà. On va regarder, vous écrivez ça dans l'ordre, et on regarde combien de mots vous donnez. Plus vous donnez de mots, mieux c'est pour la fluence. Si les mots que vous donnez changent souvent de catégorie, si vous donnez beaucoup de mots mais que des animaux par exemple, vous aurez une fluence élevée mais flexibilité faible. Flexibilité c'est changer de catégorie comme ça. Et puis l'originalité est mesurée par la rareté des mots que vous donnez. Donc pareil par rapport à ce que disent les gens en général. Voilà, donc tout ça pour dire, on peut mesurer la créativité, et la créativité ça se mesure comme l'intelligence, par un score continu, et c'est pas un tout ou rien. On va pas classer les gens en créatifs, pas créatifs. Alors ça je le dis parce que je pense qu'une idée vraiment problématique qui revient régulièrement sur les surdoués et puis en psycho partout, à chaque fois qu'on compare des groupes, on a tendance à dire, donc par exemple comment je dirais moi que cette idée répandue selon laquelle les surdoués sont plus créatifs est plutôt validée,
ça donnerait quoi dans un texte grand public? Ça donnerait les surdoués sont plus créatifs que les autres. Alors, présenté comme ça, on imagine tous les surdoués plus créatifs que tous les non surdoués. Ou alors ça donnerait les surdoués sont créatifs, les autres sont pas créatifs. Car des fois on a vraiment ça. On va le voir avec, si j'ai le temps d'en parler tout à l'heure, avec la pensée en arborescence, mais c'est vraiment ça. C'est un petit décalage dans une grandeur continue qui est interprété par la suite comme une rupture qualitative entre deux groupes d'individus. Alors je vais vous montrer à quoi ressemblent les courbes. C'est pas les vraies données, mais c'est le vrai décalage entre les courbes qui permet de dire qu'effectivement les surdoués sont plus créatifs que les autres. Vous avez ici un score de créativité, voilà, et puis vous imaginez la courbe bleue, c'est les enfants qui ont inclus entre 70 et 130, et en rouge c'est les surdoués. Voilà, donc on obtient des trucs comme ça, mais ça c'est la norme en psycho, ça n'a rien d'étonnant, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, mais c'est ça qu'on doit avoir en tête quand on dit les surdoués sont plus créatifs que les autres. Et donc vous voyez aussi sur la courbe qu'on peut trouver des gens pas surdoués, tout à fait ordinaires, très créatifs, et il y a aussi des surdoués pas créatifs du tout. Voilà, ça arrive, mais il y a quand même ce décalage, donc c'est quand même vrai qu'en moyenne, les psychologues, quand ils comparent des groupes, raisonnent presque toujours en moyenne, parce que si on raisonne pas en moyenne, on peut rien trouver, parce qu'il n'y a rien qui marche à tous les coups. C'est quoi? Ah oui, il y a une phrase que j'aime bien, qui m'a sorti un de mes collègues, c'est « il y a une seule loi générale en psycho, c'est « ça dépend ». Donc cette première idée reçue, je dis reçue, ça ne veut pas dire que c'est faux, hein. Celle-là, elle est juste, si on veut, mais il faut bien comprendre dans une version quand même plus nuancée que ce qu'on imagine spontanément quand on nous dit les surdoués sont plus créatifs que les autres. Une autre idée répandue, c'est que d'une manière ou d'une autre, si on a une intelligence supérieure, ça doit se payer. Je ne sais pas pourquoi on a cette idée-là, mais voilà ce que ça... C'est une représentation un peu. Et donc, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une hypothèse, c'est pas du tout absurde comme hypothèse au départ, hein, de se dire que des enfants qui ont déjà à un âge où normalement la mort, on n'a aucune idée de ce que ça peut être, sont déjà capables de comprendre qu'on va mourir un jour, que le monde n'est pas juste, etc., puissent être malheureux à cause de ça et développer du stress, de l'anxiété, des formes de dépression, etc., c'est pas du tout absurde. Hein. Simplement, il y a aussi l'hypothèse alternative, qui n'est pas du tout absurde non plus, qui est que quand on se rend compte qu'on est plus intelligent que les autres, ça peut être super pour le stress, l'anxiété et la dépression aussi, dans l'autre sens. Du coup, voilà, les deux hypothèses sont a priori plausibles. Et donc les psychologues se sont attachés à cette question. Alors, malheureux, c'est un peu général, hein, c'est pour ça que je vais parler moi essentiellement d'anxiété, parce que c'est là qu'on a le plus de données. Pour le stress, il n'y en a pas beaucoup. Et pour la dépression, ça semble aller dans le même sens que pour l'anxiété. Alors pour mesurer ça, la plupart du temps, il y a plusieurs méthodes, hein, mais la plupart du temps c'est fait par questionnaire. Quand les enfants sont jeunes, c'est des questionnaires que les parents remplissent. Alors même si c'est des questionnaires et que ça peut paraître un peu louche que ce soit par questionnaire, c'est quand même validé. C'est-à-dire par exemple, si c'est vous qui remplissez le questionnaire, pour le valider, on va le faire remplir à des gens qui vous connaissent bien pour vérifier que ça donne à peu près la même chose. Si vous dites si beaucoup de gens disent moi je suis super anxieux et tout le monde autour dit non je suis pas du tout anxieux, c'est que ça doit pas aller comme questionnaire. Donc c'est validé indirectement si on veut. Et il y a aussi des mesures, je veux dire un mot là-dessus, il y a aussi des mesures plus directes. Mais voici un exemple d'un morceau de questionnaire donc, qui mesure le stress, la dépression et l'anxiété. Alors l'anxiété c'est en vert, si on s'intéresse juste à ça. Voilà, vous répondez par exemple, est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai eu des difficultés à respirer sans raison. J'ai eu des tremblements. Alors ça, c'est des signes physiques d'anxiété extrême. Et puis il y a plein d'autres questions là-dedans. Hein. Et voilà, c'est par des tests comme ça que vous obtenez un score d'anxiété. Et un score de stress et de dépression. Voilà, avec ces mesures-là, on a pu comparer, donc pour l'anxiété par exemple, des scores d'enfants ou même d'adultes ordinaires, et puis avec un QI supérieur à 130, pour voir s'il y a une différence. Et il y a cette idée très répandue que les enfants précoces sont plus anxieux que les autres. J'avais fait passer sur un groupe Facebook d'information sur la précocité un petit sondage où je demandais juste ça, est-ce que vous pensez que, a priori, les enfants précoces, pour avoir une idée de la force, évidemment c'est sur un groupe Facebook, il y a des effets de groupe, tout ça, je ne dis pas que c'est représentatif de la population, hein, mais juste pour avoir une idée. Est-ce que vous pensez que les enfants précoces sont en général plus anxieux, pareillement anxieux ou moins anxieux que les autres? J'ai eu 0 réponse moins anxieux, 3 pareil, et 80 et quelques plus anxieux que les autres. C'est très répandu.
quand on regarde dans la littérature scientifique, je fais une petite méta-analyse. Et un mois après, j'ai découvert qu'une méta-analyse avait déjà été faite beaucoup mieux, mais je vous montre la mienne quand même. Et les résultats sont les mêmes. Donc j'ai cherché dans la littérature, voilà tout ce qui testait la différence d'anxiété entre surdoué et pas surdoué. Alors quand c'est en gris, c'est des études où on n'a pas trouvé de différence. Quand c'est en vert, c'est des études où on a trouvé que les surdoués étaient moins anxieux que les autres en moyenne. Et les deux en orange sont mitigés. Alors je vais préciser. Celle-ci, franchement, je crois qu'elle n'a pas été retenue dans la méta-analyse que j'ai découverte après, parce qu'elle est vraiment d'une qualité... Vous voyez ici, âge non précisé. Alors, on sait qu'il y a 40 surdoués dans l'échantillon, et on sait qu'ils ont trouvé plus d'anxiété chez les filles surdouées que chez les filles ordinaires, mais pas chez les garçons. Par contre, ils ne disent pas combien il y a de filles. C'est moins de 40, c'est tout ce qu'on sait. Voilà. La définition qu'ils ont utilisée de surdoué n'est pas précisée dans l'article. Vous voyez le niveau de l'article. Alors celui-là, il trouve que chez les filles, mais pas chez les garçons, l'anxiété est plus élevée. Là, il y a un truc peut-être intéressant et qu'il faudrait creuser, mais je n'ai pas trouvé d'autres travaux là-dessus. Parce que eux, ce qu'ils trouvent, c'est pas un groupe, c'est pas chez les filles et les garçons, c'est qu'ils trouvent plus d'anxiété d'une certaine forme d'anxiété chez les enfants surdoués, et ça fait vraiment sens, parce que eux, c'est ce qu'ils appellent la peur de l'inconnu. En fait, je pense qu'on pourrait mieux appeler ça l'anxiété métaphysique. C'est la réponse à des questions comme: est-ce que ça vous angoisse de penser que l'univers est infini, qu'on ne saura jamais tout? Voilà. Et à ces questions-là, effectivement, ils trouvent que les surdoués sont plus anxieux. Mais donc c'est un type quand même très particulier d'anxiété, c'est pas ce qu'on appelle d'habitude l'anxiété. Donc ça, c'est pas impossible. Il y a d'autres arguments, hein. Il y a d'autres études qui montrent plus de rumination, d'inquiétude, mais pas d'anxiété chez les surdoués. Donc peut-être qu'il y a un truc particulier qui a trait à l'anxiété qui est supérieur chez les surdoués, mais globalement, les surdoués sont, ça a l'air, ont l'air moins anxieux que les autres, ou pareillement anxieux. Voilà, donc ça, c'est une idée répandue que on doit considérer fausse compte tenu des résultats de la science. La troisième idée reçue, c'est la question de l'échec scolaire. Alors je pense qu'il y a eu un mythe à une époque qui s'est transformé en contre-mythe. Il y a eu le mythe des surdoués qui sont forcément brillantissimes à l'école. Et donc si vous ratez Polytechnique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas surdoué. Et puis comme c'est pas vrai, et qu'il y a des surdoués qui réussissent pas très bien à l'école, qui sont plutôt bons ou moyens, ou voire complètement nuls, parce que la réussite à l'école, c'est pas que de l'intelligence, c'est un des critères, quand on regarde ce qui compte beaucoup dans la réussite à l'école, un des critères qui arrive toujours dans les premiers, c'est ce que les psychologues ne veulent plus appeler la motivation, mais on va appeler ça comme ça. Voilà, ça compte énormément. Si vous ennuyez à l'école, ça vous intéresse pas, vous savez pas ce que vous faites ici, et que vous finissez par trouver que l'école c'est une sorte de prison, il y a des chances, même avec une bonne intelligence, que vous n'ayez pas des super résultats. En tout cas, voilà, il y avait cette idée avant que, et encore souvent partagée, que forcément on est brillant si on est surdoué, et après ça s'est transformé quasiment en l'idée inverse, que si on est surdoué, on rate forcément à l'école. À tel point que moi j'ai une amie qui est psychologue de terrain, qui voit ça, et qui me dit qu'elle en a marre de voir des parents débarquer avec leurs gamins, les faire tester parce qu'ils sont mauvais à l'école, et que donc ils doivent être surdoués. Et en général, c'est quand même pas le cas, c'est rare. Alors elle m'a cité, elle a quand même trouvé un cas, elle m'a dit, trouvé un cas d'un enfant qui était effectivement très surdoué, j'avais un QI de 150, et qui était en échec scolaire massif depuis un an, mais ça correspondait à l'époque où sa mère s'est suicidée après que son père a porté plainte contre elle, donc ça peut expliquer, c'est peut-être pas lié à l'intelligence. Voilà, alors maintenant, un truc qui circule partout, j'ai eu des éléments de validation, mais pas convaincants, c'est qu'il doit y avoir, pardon, oui, ça je vais le mettre avant, c'est pour représenter ce truc. C'est qu'il doit y avoir beaucoup d'échecs scolaires parmi les surdoués. Alors j'ai cherché sur internet pour faire un concours de celui qui annonçait le plus d'échecs scolaires. Alors vous allez voir, au début on a ici, ça c'est le rapport de Laubier, donc eux ils sont très prudents, hein. C'est un truc de l'éducation nationale qui date un peu maintenant, mais donc il dit on ne sait pas 5, 10, 30, plus, on ne sait pas. Bon, c'est plus prudent.
Alors on ne sait pas trop. Ça c'est Wikipédia qui annonce un tiers. Un tiers, ça je pense que c'est facile à retenir, donc ça fait un mème. On vous dit ça tout le temps. Parmi les surdoués, il y en a un tiers qui rate, un tiers moyen, un tiers très bon. Voilà, c'est facile à retenir. Voilà, sauf que la validation, alors ça a quand même été publié quelque part, mais c'est pas appuyé sur des données vraiment fiables. Alors moi, ce que j'aime bien ici, c'est ça. Voilà. C'est exactement ce que je me disais. Référence nécessaire. Bon, mais on a trouvé mieux ici, entre 1 tiers et 50% des enfants d'échec scolaire, sur un site internet, mais les champions, qui a gagné, c'est Le Figaro étudiant, qui annonce 70% des surdoués en échec scolaire. Voilà. Alors j'ai raconté ça à Franck Ramu, je vais montrer ça. Vous connaissez Franck Ramu, peut-être de nom, qui fait des sciences cognitives à l'ENS. Je vais montrer ça et je lui ai dit, mais dans cet article, en fait, les 70% qu'ils annoncent, c'est ce qu'ils appellent échec scolaire, ça veut dire ne pas aller à l'université. C'est ça qu'ils appellent. Et il m'a dit, c'est pas étonnant, ils vont tous à Polytechnique ou à l'ENS. En rigolant. Donc sur cette histoire du pourcentage d'échecs scolaires, en fait, j'ai pas trouvé vraiment de données fiables. Je vais vous dire ce que j'ai qui s'en rapproche un peu. Là, il y a beaucoup de données. C'est des études sur ce qu'on appelle les sous-performants, je crois en français, underachievers. Et dans ce que j'ai vu, on estime que à peu près entre 20 et 40% des surdoués sont sous-performants. Mais sous-performants, ça ne veut pas dire en échec scolaire, ça veut dire qui a des résultats scolaires ou universitaires très inférieurs à ceux auxquels on pourrait s'attendre compte tenu de son QI. Voilà. Donc si vous avez 12 au bac, par exemple, avec un QI de 160, vous êtes très clairement sous-performant. Mais ça ne vous empêche pas de passer à la fac et de réussir plus tard. Voilà. Et donc le tiers, ce serait plutôt un tiers de sous-performants qu'un tiers d'échecs scolaires. Ah, ça peut être lié aux efforts. Alors je vais passer peut-être plus vite maintenant parce que je vois que ça fait déjà 47 minutes, j'avais dit entre 40 et 45, je vais passer plus vite. Autre idée répandue, les enfants précoces ont un sens de l'humour particulier ou plus le sens de l'humour que les autres. Et ça c'est partiellement validé, mais je vais quand même vous raconter comment on l'a partiellement validé scientifiquement parce que c'est assez amusant. Il faut arriver à mesurer sérieusement le sens de l'humour. Et pour faire ça, les premiers psychologues qui ont travaillé là-dessus, c'est assez marrant, avaient des idées un peu sommaires, comme celle de mesurer le nombre de fois où on rigole chaque jour. Et c'était une mesure de sens de l'humour. C'était un peu rudimentaire quand même. Maintenant, ce qu'on fait, c'est des questionnaires, mais vous allez voir que... Alors celui-ci, voilà, c'est un extrait, c'est 4 questions d'un questionnaire qui doit mesurer le sens de l'humour. Donc vous voyez là, ce qu'on a, c'est le sens de l'humour perçu par la personne elle-même. Donc est-ce que je suis fort ou pas pour raconter des histoires, etc. Comme les autres, c'est validé quand même, parce qu'on a des résultats voisins si on fait passer à des amis, des gens qui vous connaissent bien. Un autre c'est ça, et vous voyez que là par exemple, alors on ne mesure pas tout à fait la même chose. D'abord ici c'est décomposé, donc je vais donner un exemple de chaque. C'est décomposé en 3 facteurs qui, d'après Sveback, c'est celui qui a fait ce test-là, qui d'après Sveback compte dans le sens de l'humour, la sensibilité à l'humour, l'attitude vis-à-vis des situations, que vous voyez ici en vert, et puis le plaisir de la nouveauté et de l'originalité. C'est pour ça qu'il y a des questions tout à fait étranges comme ça, comme je préfère suivre des règles précises. Et donc dans sa théorie, si on aime avoir un travail bien carré et tout, c'est qu'on n'a pas le sens de l'humour. Alors pourquoi je vous montre ça? Pour vous dire peut-être ici ce qu'on mesure, ça ressemble plutôt à des composantes de personnalité, un peu. Mais il y a des tests un peu différents où on demande aux gens, j'ai juste recyclé,
J'ai changé l'auteur. Et donc ça peut être aussi un test de sens de l'humour. Celle-ci n'est pas utilisée, mais d'autres équivalents. On vous montre ça et on vous demande d'expliquer pourquoi c'est drôle. Et là, par exemple, je peux supposer qu'ici la réponse attendue, ce serait c'est drôle parce que c'est une citation, enfin c'est une illustration de ce qui est dénoncé avec la blague elle-même. Voilà, donc il y a un truc qui se mord la queue. Peut-être c'est ça qui est attendu. Alors voyez pourquoi c'est différent, parce que si on utilise ça pour mesurer le sens de l'humour, là il y a clairement une composante intelligence. Il faut comprendre ce qui se passe. Alors que ce qui était précédemment, quelqu'un qui rigole tout le temps, qui aime bien quand c'est le bazar dans son travail, il ne peut pas forcément expliquer les blagues. Et il y a un âge auquel les enfants rient à des blagues d'adultes, mais sont incapables de les expliquer dans le développement normal de l'humour. Ce qu'on utilise avec des enfants aussi parfois, c'est des devinettes. Et là aussi, ça fait intervenir des composantes d'intelligence assez nettement. Par exemple, on leur demande ça. Quel meuble est étudié en cours de mathématiques? Et si vous ne trouvez pas, vous avez des indices. Et plus on vous donne d'indices, je vais mettre les trois d'un coup, mais plus on vous donne d'indices avant que vous trouviez la réponse, plus votre score est bas, évidemment. Donc si vous n'avez pas trouvé, voilà les indices. C'est pas vraiment un meuble, c'est une sorte de table. Normalement, au deuxième, vous avez tous trouvé. Voilà, table de multiplication, mais on peut dire table d'addition aussi. Alors, dans le sens de l'humour, quand il est mesuré par des choses comme ça, il y a nettement une composante intelligence, et donc c'est pas étonnant que dans le peu de données qu'on ait, parce qu'il n'y a pas grand-chose quand même, effectivement on trouve qu'à certains âges en tout cas, les enfants ont un sens de l'humour qui correspond à la précocité, parce qu'ils sont en avance, par exemple parce qu'ils sont capables déjà d'expliquer des blagues qu'à leur âge, d'habitude, les enfants ne sont pas capables d'expliquer. Voilà. Et donc il y a un âge où on est en avance, mais j'ai pas vu de preuve que les adultes surdoués, par exemple, ont un sens de l'humour plus développé ou particulier par rapport aux adultes non surdoués. Voilà, et puis alors ça, il faut quand même que je vous en parle un peu. Voilà, je vous parle un petit peu de ça, vite fait, je vous montre un graphique sur la personnalité, puis après on pourra s'arrêter. Si vous tenez jusque-là, sinon ça arrête à vous. Voilà, ça je voulais en parler parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dire en France, que les enfants précoces ont une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'à partir d'un point de départ, ils ont des idées qui partent dans tous les sens comme un arbre, alors que les enfants ordinaires ont une pensée linéaire, ça c'est un truc qu'on entend dire, et c'était pas ce matin, mais une fois où je passais à France Inter, il y avait des appels d'auditeurs. Quelqu'un a dit ça, mais voilà, vraiment, et c'est ce qu'on lit dans beaucoup de livres grand public sur les surdoués, qu'ils ont un fonctionnement différent, qu'ils ont une pensée en arborescence qui est différente de la pensée linéaire. Et donc je voulais dire un mot là-dessus. Alors d'abord, l'expression pensée en arborescence, ça n'existe pas dans la littérature scientifique internationale. C'est franco-français, et même dans les revues scientifiques françaises, on la trouve quasiment pas, ça doit arriver une fois ou deux. Ça correspond quand même à quelque chose que les psychologues connaissent, qui est la pensée divergente. Mais je pense qu'il y a une incompréhension à cause de la dénomination. Quand on dit la pensée divergente, on pense que c'est un mode de pensée. Voilà, comme on pourrait dire, il y aurait la pensée géométrique et puis la pensée philosophique, je ne sais pas, et on imagine que c'est des modes de pensée différents. En fait, non, c'est pas un mode de pensée différent. Quand on parle de la pensée divergente, c'est un des facteurs qui intervient tout le temps dans la pensée. Quand on réfléchit, il faut être capable, donc les deux grandes composantes, on va dire, il faut être capable de faire le lien entre deux choses. Par exemple, ça peut se tester, je vous dis, il faut trouver un lien entre les deux mots Adam et pomme, et puis vous devez pas, c'est idiot parce que je viens de l'inventer, et donc vous devez trouver pomme d'Adam, mais voilà, ça ce serait de la pensée convergente, on vous donne deux éléments séparés et vous devez faire le lien entre les deux. Voilà. À l'inverse, c'est bon ? À l'inverse, la pensée divergente, c'est quoi ? C'est la capacité à partir d'un point de départ unique d'avoir plusieurs idées. Voilà. Et ça, tout le monde a plusieurs idées à partir d'un point de départ unique. Et on le sait même de manière très scientifique, très carrée, parce que on le sait en mesurant le temps de réponse simplement des gens. Pour vous dire rapidement les choses, si vous présentez un mot
de manière subliminale. Vous présentez le mot table, subliminal, les gens n'ont rien vu. Et vous leur dites, vous allez voir un mot, mais c'est pas celui-là en fait, c'est celui d'après. Vous allez voir un mot apparaître à l'écran, enfin une liste de lettres plutôt apparaître à l'écran, et vous devez dire si c'est un mot de langue française ou pas. Voilà, vous mettez table en subliminal, on n'a rien vu, et après, ce qui s'affiche c'est chaise. Et les gens appuient quand c'est un mot. Et c'est effectivement un mot, ils appuient, c'est chaise. Si à la place de table, vous mettez un autre mot, ou simplement les lettres de table dans le désordre, ça met plus longtemps. Table, ça va faciliter la reconnaissance du mot chaise. Mais si à la place de table, vous mettez fauteuil, ça marche aussi. Et si vous mettez table et qu'à la place de chaise, vous mettez fauteuil, ça marche aussi. Ça veut dire que quand vous avez mis table, ça a facilité la reconnaissance à la fois de chaise et de fauteuil et de plein d'autres choses. Voilà. Donc ça montre que ça part un peu dans tous les sens, comme ça, et c'est comme ça pour tout le monde. Alors, ça fait partie de la pensée divergente qui est une composante de la créativité. Vous avez vu tout à l'heure, quand on dit avoir des idées différentes, c'est vraiment ça. Et donc ça se mesure typiquement par ce que je vous avais dit tout à l'heure, notamment trouver plein de mots qui commencent par F, et avec ça on va pouvoir mesurer la pensée divergente. Et ça illustre bien qu'il n'y a pas de différence qualitative, parce que si on vous dit les enfants pas surdoués n'ont pas de pensée divergente, ça voudrait dire je leur demande un mot qui commence par F, ils en trouvent un et c'est tout. Ils s'arrêtent. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est que du coup on peut mesurer la pensée divergente par un score numérique, et que quand on fait ça, on trouve que les enfants surdoués ont un score plus élevé en pensée divergente, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est une composante de la créativité, et qu'on a vu qu'ils avaient des scores plus élevés en créativité. Tout à l'heure, ah oui, j'ai oublié de vous dire juste un petit truc tout à l'heure sur l'anxiété. Je vous ai montré qu'on pouvait faire des questionnaires, mais Jacques Grégoire, que j'ai cité tout à l'heure, a aussi trouvé des résultats similaires, c'est-à-dire pas plus d'anxiété chez les surdoués que chez les autres, avec des mesures physiologiques. Donc lui, il a mesuré toutes sortes d'émotions, en fait, les réactions aux émotions, parce que plus généralement, on dit les surdoués sont hypersensibles, et c'est ça qu'il voulait tester. Donc il a à la fois fait remplir des questionnaires pour ça, et relever des choses comme la dilatation de la pupille, la résistance de la peau, etc. Donc des signes physiologiques d'émotions. Et on fait passer, dans son expérience, il a fait passer des films, des tout petits films, mais on sait qu'ils suscitent la peur, la pitié, etc. Et puis il a regardé ce qui se passait chez les surdoués et chez les autres. Et ce qu'il a trouvé, c'est que ce que disent les gens dans le questionnaire, ça correspond très bien à ce qu'il observe physiologiquement, et qu'il n'a pas trouvé de différence entre les surdoués et les pas surdoués. Voilà, et donc j'ai juste terminé avec la personnalité. Aussi, on dit souvent que les surdoués ont une personnalité particulière, et donc je vais vous montrer un peu à quoi ça correspond. Les psychologues ont étudié la personnalité pendant très longtemps et ont essayé de trouver comment on pouvait mesurer correctement la personnalité. Et le modèle maintenant le mieux appuyé, presque consensuel, c'est celui qu'on appelle océan à cause des lettres qui sont ici, qui dit en gros qu'on peut avoir, on peut dire canoë aussi, qui dit qu'on peut mesurer la personnalité de quelqu'un. Évidemment c'est grossier, mais on peut quand même avoir une bonne idée de la personnalité de quelqu'un avec 5 mesures qui correspondent aux 5 grands traits qui sont ici. Et après, il y a des détails, hein. Ça s'appelle parfois les Big Five et les 30 petits, je crois, si je me souviens bien, il y en a 30 en tout. Et donc voilà, on peut mesurer l'ouverture qui est la curiosité, l'envie de connaître de nouvelles choses, etc. Conscience, c'est pas apprendre au sens moral, c'est la conscience au travail. Hein, par exemple, voilà, est-ce qu'on est efficace, organisé. Névrosisme, en gros, c'est l'instabilité émotionnelle. Agréabilité, c'est si on est sympa. Et extraversion, c'est comme en français. Voilà. Et quand on a fait passer des tests de personnalité à des surdoués et aux autres, on a observé ça. En moyenne, ça c'était une grande étude, une méta-analyse. Et alors, évidemment, on ne peut pas le savoir là. Je sais que le graphique donne une impression, mais en fait, vous ne pouvez pas savoir si ces différences sont importantes ou pas, parce que vous ne savez pas. Voilà, vous savez pas comment ça s'éparpille autour. Mais alors là, il n'y a pas de différence du tout. Là, c'est très faible, et là, c'est assez faible, mais c'est quand même significatif. En fait, ça, c'est significatif, ça aussi, mais très faible, ça aussi, mais très faible, et les deux autres ne sont pas significatifs. Donc là, ce que vous voyez, c'est les surdoués sont plus curieux. Voilà, en ouverture, ils ont un meilleur score, c'est-à-dire ils ont plus envie de connaître de nouvelles choses, curiosité, tout ça, effectivement. Ils sont en moyenne au-dessus. Par contre, apparemment, ils sont moins
sympa, agréabilité. Et ils sont aussi moins instables, mais l'effet est vraiment très faible. Ils sont moins instables émotionnellement, si on veut, ça c'est la note de névrosisme, le N qui est ici. Voilà. Et donc, comme j'ai dit que j'allais arrêter, j'arrête. Et juste, ma conclusion, ce sera la même que ce matin pour ceux qui m'ont écouté. Juste que globalement, vraiment, cette impression que j'ai, c'est que, en tout cas, les associations d'enfants précoces véhiculent une vision terriblement pessimiste de la précocité, comme si c'était une calamité, alors qu'en fait, tout montre que soit ça fait pas tellement de différence, soit c'est quand même mieux. Enfin, c'est plutôt, franchement, une chance. Et c'est bien si on s'arrange pour que ça ne devienne pas une calamité, parce qu'au cas par cas, effectivement, ça pourrait devenir une calamité, mais enfin, en général, c'est vraiment une chance. Et voilà. J'avais une autre idée qui m'a traversé la tête, mais je crois qu'elle est ressortie d'ici là. Donc, ça va être vos questions à la place, comme ça.